En 538 après Jésus-Christ, un homme d'État romain rédigea une lettre que personne ne crut. Il s'appelait Cassiodore et l'écrivit depuis Ravenne. Le soleil, disait-il, avait pris une teinte bleue maladive. À midi, les Romains ne projetaient plus aucune ombre. La lune semblait vide. Les saisons s'effondraient les unes dans les autres. Un hiver sans tempête céda la place à un printemps sans chaleur. Un été arriva sans la moindre chaleur. Il décrivit le ciel tendu comme une peau morte au-dessus du monde, bloquant lumière, couleur et espoir. Les historiens lurent cette lettre pendant 14 siècles et y virent une exagération. Ils la qualifièrent de fioriture poétique. Personne ne vérifia si cette revendication extraordinaire était vraie. Personne ne la confronta aux archives physiques de la Terre. Personne ne demanda si Cassiodore se contentait de noter ce qu'il voyait. Puis, dans les années 1990, un scientifique irlandais sectionna un chêne ancien. Ce qu'il découvrit dans ces cernes changea tout. Cassiodore disait la vérité depuis le début. En mars 536, Constantinople fut plongée dans une obscurité soudaine. Aucune alerte. Une brume épaisse enveloppa l'Europe, le Moyen-Orient et des parties de l'Asie presque du jour au lendemain. Elle refusa de se dissiper. Le soleil donnait sa lumière sans éclat, comme lors d'une éclipse permanente. Procope de Césarée, historien byzantin témoin des faits, écrivit que les rayons n'étaient pas clairs. Le patriarche syriaque Michel le Syrien, s'appuyant sur des sources plus anciennes, nota que cette obscurité dura 18 mois. Chaque jour, le soleil brillait environ 4 heures, et encore d'une faible lueur. Les fruits refusaient de mûrir. Le vin tournait au vinaigre à cause de raisins acides. En Chine, les annales mentionnent des neiges d'été, pas une simple averse, mais assez pour anéantir les récoltes et déclencher la famine. Les chroniques irlandaises rapportent 3 années sans pain de 536 à 539. Un passage du livre ancien des rois capture le désespoir avec une précision terrifiante, 873 grammes de grain ne pouvaient être achetés pour 43 grammes d'or. Le grain n'était pas cher. Il avait simplement disparu. L'or n'était pas dévalué. Il était devenu sans valeur. Vous pouviez tenir une fortune dans votre main et mourir de faim malgré tout. Ces récits ne sont pas marginaux. Ce sont les voix de sénateurs, de chefs d'église, d'historiens impériaux et d'archivistes de cour venus de 3 continents, tous décrivant le même événement impossible au même moment. Et pendant plus de 1000 ans, la science dominante traita chacun d'entre eux comme une métaphore. Ce rejet constitue une forme d'effacement. Non pas une suppression active, mais une décision collective plus silencieuse. Le témoignage ne collait pas au récit établi, donc le témoignage devait être faux. La première fissure dans ce consensus apparut au début des années 1990. Mike Bailly, dendrochronologue à l'université Queen's de Belfast, étudiait les motifs de croissance dans les chênes irlandais anciens. Les cernes d'arbres sont le thermomètre le plus précis de la nature. Chaque anneau enregistre une année de croissance. Les anneaux étroits signalent des années froides et difficiles. Exactement en 536, Bailly découvrit des cernes si minces qu'ils indiquaient une chute catastrophique de la lumière solaire. Une autre contraction brutale apparut en 542. Quelque chose d'énorme s'était produit. Et les arbres l'avaient enregistré avec une précision annuelle pendant 1500 ans pendant que les historiens regardaient ailleurs. Mais les arbres n'étaient que le début. En 2013, une équipe fora un carottage de glace de 72 mètres dans le glacier du col Nifeti, dans les Alpes suisses. Ce cylindre contenait plus de 2000 ans d'histoire atmosphérique. Chaque éruption volcanique, chaque tempête de poussière, chaque saison de pollution humaine figée en couches assez fines pour être lue à la semaine près. L'équipe était dirigée par l'historien de Harvard Michael McCormick et le glaciologue Paul Majewski de l'Université du Maine. Ils utilisèrent un laser pour découper des lamelles de glace de 120 microns. Environ 50 000 échantillons par mètre. Chaque lamelle fut testée pour une douzaine d'éléments. Au printemps 536, une doctorante nommée Laura Hartman trouva 2 minuscules particules de verre volcanique. Elle les bombarda de rayons X pour identifier leur empreinte chimique. Elles correspondaient à des roches volcaniques d'Islande. La conclusion de McCormick, publiée dans la revue Antiquity en 2018, fut brutale. 536 fut la pire année pour être en vie. Et la raison importait. Une éruption massive en Islande avait projeté assez d'aérosols de sulfate dans la haute atmosphère pour bloquer le soleil sur tout l'hémisphère nord. Ici, une personne raisonnable pourrait objecter. Les éruptions volcaniques arrivent. Le Tambora en 1815 provoqua la fameuse année sans été.
la civilisation survécut. Les gens s'adaptèrent. Pourquoi 536 aurait-il été différent? La réponse tient à l'échelle. Le Tambora fut une seule éruption. L'événement de 536 fut suivi d'une deuxième éruption massive en 540 et d'une troisième en 547. 3 catastrophes en 11 ans. La température ne chuta pas pour une saison. Elle chuta pendant un siècle. Les températures estivales baissèrent de 2,5 degrés Celsius après la première éruption. La seconde les fit descendre de 2,7 degrés Celsius supplémentaires. Cela ne paraît pas spectaculaire jusqu'à ce que l'on comprenne les conséquences. 2 degrés et demi signifie aucune récolte. Cela signifie de la neige en été en Chine. Cela signifie 3 années sans pain en Irlande. Cela signifie la décennie la plus froide en 2300 ans. Cela marque le début de quelque chose que les chercheurs n'ont même pas pris la peine de nommer avant 2016. Le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive. 124 années de refroidissement global de 536 à environ 660. Une catastrophe climatique qui remodela le monde. Elle n'eut pas de nom avant 8 ans seulement. Et puis vint la peste. 5 ans après la disparition du Soleil, en 541, la maladie apparut au port de Péluse en Égypte. Il s'agissait de Yersinia pestis, la même bactérie qui causerait plus tard la peste noire. Les chercheurs le confirmèrent par analyse d'ADN en 2013, avec des preuves directes publiées jusqu'en 2025. Le lien avec l'hiver volcanique n'est pas une coïncidence. La famine avait affaibli les systèmes immunitaires sur 3 continents. Le changement climatique poussa les populations de rongeurs vers de nouveaux territoires, emportant avec elles des puces infectées. La peste atteignit Constantinople au printemps 542. À son pic, 5000 personnes mouraient chaque jour dans la capitale impériale seule. Certains récits parlent de 10 000 lors des pires journées. Procope décrit des corps entassés dans les tours des remparts, remplis à la hâte. Quand les tours débordèrent, les cadavres furent chargés sur des navires, poussés dans la mer de Marmara et incendiés. D'immenses fosses communes furent creusées et ne suffisaient toujours pas. La ville s'arrêta net. Les approvisionnements en fruits s'effondrèrent. L'ordre public se désintégra. Environ 40% de la population de Constantinople mourut lors de la première vague seule. L'empereur Justinien lui-même contracta la maladie. Il survécut. Son empire, non. Justinien était sur le point de réunifier l'Empire romain. Ses armées avaient presque repris l'Italie et toute la côte méditerranéenne occidentale. La peste mit fin à ce rêve de manière définitive. En 568, les Lombards envahirent le nord de l'Italie et le projet s'effondra. Ce qui aurait pu devenir un empire romain restauré devint le monde médiéval fragmenté. Procope laissa un dernier détail qui traverse les siècles. Même alors que les paysans mouraient par milliers, Justinien exigeait l'impôt annuel, non seulement des vivants, mais aussi pour leurs voisins décédés. La machine de l'Empire continuait à broyer les corps de ses propres citoyens. Mais la dévastation ne s'arrêta pas aux frontières de Byzance. C'est ici que l'échelle devient difficile à absorber. Vous avez probablement entendu l'expression « âge sombre ». On vous a sans doute enseigné qu'elle désignait un vague déclin culturel après la chute de Rome. Ce ne fut pas vague. Elle eut une date de début. Elle eut une cause. Et elle frappa partout en même temps. Au Mexique, la ville de Teotihuacan comptait plus de 125 000 habitants. C'était la plus grande cité des Amériques, plus vaste que n'importe quelle ville européenne de l'époque. Sa pyramide du Soleil était l'un des grands chefs-d'œuvre architecturaux du monde antique. Vers 550, ses propres habitants incendièrent les temples le long de l'avenue des Morts. Pas une invasion extérieure. Une révolte venue de l'intérieur. Les preuves archéologiques montrent une forte hausse de la malnutrition infantile au VIe siècle. L'hiver volcanique avait apporté la sécheresse. Les récoltes avaient échoué. Le peuple accusa ses dirigeants, ceux censés intercéder auprès des dieux. Les dieux n'avaient pas répondu. Alors, on brûla les temples. Au Pérou, la civilisation moche s'effondra lorsque les conditions extrêmes alternèrent entre sécheresse et inondation, détruisant les infrastructures. En Scandinavie, les chercheurs estiment des pertes de population allant jusqu'à 50%. Des villages entiers furent abandonnés. Des communautés disparurent complètement. Les Avars déclinèrent. Des tribus mongoles commencèrent à migrer vers l'ouest. L'empire sassanide s'affaiblit. L'empire Gupta tomba. Sur chaque continent habité, le même schéma, famine, migration, guerre,
effondrement, non pas en séquence, mais simultanément. Un reset civilisationnel global déclenché par les cendres volcaniques et prolongé par la peste. La peste elle-même ne s'arrêta pas en 549. Elle revint en vague pendant plus de 2 siècles, avec les derniers cas enregistrés vers 750. Quand elle cessa vraiment, le monde antique avait disparu. Ce qui suivit fut plus simple, plus petit, et avait oublié ce qui l'avait précédé. Je veux m'attarder un instant sur la Scandinavie, car ce qui s'y passa révèle un aspect que la plupart des récits sur 536 ignorent totalement. En 1999, un chercheur danois nommé Morten Axbo publia un article dans la revue médiévale Archéologie. Il étudiait les dépôts d'or de la période des migrations. De grandes quantités d'or enterrées délibérément à travers toute la Scandinavie. Ces trésors n'étaient pas cachés pour être récupérés plus tard. Il n'y avait aucune marque indiquant une récupération future. C'étaient des sacrifices. Axbo relia le timing de ces dépôts à 536. Sa conclusion fut que les élites scandinaves enterraient leurs richesses pour supplier les dieux de ramener le soleil. Pensez à cela. Une place dirigeante entière, sur une vaste région, arriva à la même conclusion désespérée. La seule option restante était de tout donner à la terre et de prier. Quand les archéologues découvrent aujourd'hui ces dépôts d'or, ils ne trouvent pas un trésor. Ils trouvent des prières. Et les carottages de glace racontent le reste de l'histoire économique. Après 536, la pollution au plomb dans le carottage du col Nifeti tombe presque à zéro. Le plomb est un sous-produit de l'extraction de l'argent. Quand il disparaît de l'atmosphère, cela signifie que les mines se sont complètement arrêtées. L'activité économique s'interrompit et ne reprit qu'environ en 640. 100 années d'effondrement économique. Pas une estimation tirée des textes. Pas une déduction archéologique vague. Mais une mesure précise dans la chimie de la glace alpine. Vers 660, un nouveau pic de plomb apparaît, marquant le moment où les économies européennes passèrent de la monnaie d'or à l'argent. Tout le système monétaire de la civilisation occidentale fut réécrit. Les mines qui financèrent cette nouvelle économie d'argent ont été localisées à Melle, en Aquitaine, en France. Un siècle d'obscurité, puis la reprise commence à une mine précise, dans une région précise, à un moment précis que l'on peut pointer dans la glace. Il y a une dernière couche que j'ai failli ne pas inclure. Non pas parce qu'elle est invérifiable, mais parce qu'elle semble trop nette, trop parfaite. Le genre de connexion qui fait hésiter précisément parce qu'elle colle si bien. En 2007, l'archéologue suédois Bo Graslin publia des recherches affirmant que les événements de 536 furent l'inspiration historique directe des mythes nordiques du Fimbulvinté et du Ragnarök. 3 hivers successifs sans été entre eux. La mort du soleil, la fin des dieux, la destruction du monde. Ce n'est pas de la mythologie. C'est exactement à quoi cela ressemblait vu du sol quand les cendres volcaniques bloquèrent le ciel pendant des années et que la moitié de votre peuple mourut. Graslin et son collègue Neil Price développèrent l'argument en 2012 puis en 2015. Ils documentèrent quelque chose de particulièrement troublant. Après la fin du VIe siècle, le symbole du soleil disparaît de l'art scandinave. Il avait été un motif central pendant des générations. Après 536, on cessa de le graver, comme si le souvenir était devenu insupportable. Puis, en janvier 2025, des chercheurs de l'université de Copenhague publièrent quelque chose de remarquable. Il y a 4900 ans, des populations néolithiques sur l'île danoise de Bornholm avaient fait quelque chose de similaire de manière troublante. Lors d'un événement volcanique antérieur vers 2900 avant Jésus-Christ, ils sacrifièrent des centaines de pierres plates gravées de motifs solaires. Le chercheur principal appela cela la preuve que les dépôts honorant le soleil constituent un schéma humain ancien, répété à travers les millénaires. Des humains regardant le soleil mourir et enterrant ce qu'ils aiment le plus dans la terre, dans l'espoir qu'il revienne. Je suis resté avec ces recherches pendant près d'une semaine avant d'écrire un seul mot. Non pas parce que les preuves sont minces. Au contraire. Les preuves sont écrasantes. Publié dans Nature Geosciences, Antiquity et Sciences. Vérifié par Harvard. Confirmé par les carottages de glace. Corroboré par les cernes d'arbres. Ce qui m'a arrêté, c'est le fossé. La distance entre la documentation exceptionnelle de cette catastrophe et son absence presque totale dans la manière dont la plupart des gens comprennent l'histoire. Le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive dura 124 ans. Il remodela chaque civilisation sur Terre. Il créa les âges sombres, mit fin à la réunification romaine, fit s'effondrer des villes plus peuplées que le Londres médiéval,
déclencha la première pandémie de peste bubonique et réécrivit l'économie mondiale. Il a été confirmé par la dendrochronologie, la glaciologie, l'archéologie et l'analyse d'ADN ancien. Et il n'eut pas de nom avant 2016. Une catastrophe de 124 ans sans nom. Ce n'est pas un oubli. C'est un choix. Un choix institutionnel, générationnel et silencieux de ne pas poser certaines questions. Cassiodore écrivit sa lettre en 538. Il décrivit exactement ce qui se passait avec la précision d'un homme qui savait que personne ne le croirait. Il avait raison. Il fallut 1480 ans pour qu'un historien de Harvard confirme ce qu'un homme d'État romain nous avait déjà dit. Les arbres savaient. La glace savait. L'or enterré dans le sol scandinave savait. La question qui ne me quitte pas n'est pas ce qui arriva en 536. Nous savons ce qui arriva. La question est, que reste-t-il d'autre dans les archives historiques, écrits clairement par des gens qui étaient là, rejetés pendant des siècles comme une exagération parce que la vérité ne collait pas au récit que nous avions déjà décidé de raconter? Quelles autres catastrophes ont été replacées en poésie? Quels autres effondrements ont été pillés dans une expression comme les « âges sombres » ? Comme si l'obscurité était simplement une époque et non un événement avec une cause, une date et un nombre de morts. Si votre ascendance remonte à l'Europe du Nord, il y a un mur quelque part dans votre arbre généalogique. Vers le VIe siècle, la moitié de la population disparut. Les archives devinrent silencieuses. Vous portez ce silence dans votre lignée sanguine et vous ne saviez pas pourquoi. Les arbres l'ont enregistré. La glace l'a préservé. Les mythes l'ont codé. L'or dans le sol scandinave conserve encore la forme d'une prière. Les seuls qui ont oublié furent nous.